Salut, c'est JS. Que vous m'écoutiez sur le podcast Parlons Pédas ou sur YouTube, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de La Fugue. Aujourd'hui, c'est le troisième et dernier épisode d'une série sur la douzaine des gueux, les 12 comportements qui font obstacle à une communication claire et sincère, et notamment dans la relation éducative. Dans les épisodes précédents, on avait parlé un peu de cette liste et des comportements centrés sur les jugements et les solutions. Il nous reste à voir 2 comportements qui tournent autour des solutions, et puis ceux qui sont des comportements d'évitement, et voilà, on aura fini avec cette série. Et donc, on va voir un autre comportement centré sur les solutions, c'est le fait de poser plein de questions. C'est un peu plus difficile à analyser parce que dans plein de situations, les questions c'est des outils trop bien pour faciliter la communication. Mais quand on pose des questions fermées ou orientées, pour se rassurer, pour prendre le pouvoir dans l'échange ou pour faire des sous-entendus, on peut faire obstacle à une communication sincère. D'une manière générale, je trouve qu'une bonne pratique, c'est de poser des questions ouvertes et d'essayer d'être présent à l'autre en silence. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'écouter quelqu'un sans rien dire pendant le plus longtemps possible, vous verrez que l'effet est souvent immédiat. La personne vient occuper l'espace que vous laissez et prend confiance dans l'échange. Donc plutôt que de poser les questions qui nous brûlent les lèvres, on pourrait apprendre à favoriser le silence et l'attention à l'autre, à travers le regard, la posture physique. Les bonnes questions sont ouvertes, rares et délibérées. Elles arrivent après suffisamment de temps de silence pour que l'autre puisse s'exprimer librement. Les questions dont moi je me méfie, c'est les questions qui montrent qu'on cherche à se faire un avis sur la situation, à évaluer, à juger, à savoir qui a raison et qui a tort. Ces questions-là, elles rendent l'échange très difficile et elles mettent l'autre dans une posture de défense. Et quand on se défend, on n'est pas aussi sincère que quand on se confie. Par exemple, si on accompagne un enfant dans un moment de tristesse, parce qu'il a été rejeté par le groupe, peut-être qu'on sera tenté de lui demander s'il a fait quelque chose pour embêter les autres, ou s'il a été méchant avec quelqu'un. Et en faisant ça, on ne se met pas vraiment à l'écoute. On est plutôt en train de chercher la solution. Et moi, j'aurais plutôt tendance à lui poser des questions très ouvertes, comme que s'est-il passé? Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu te sens? Et à laisser beaucoup de temps de silence pour que cet enfant il ait la place pour s'exprimer. C'est une fois que cet enfant il se sera senti entendu, compris, que les conditions seront réunies pour discuter des comportements qui vont l'aider à s'intégrer au groupe. Mais je fais très attention à ce que ces solutions, elles n'arrivent pas avant d'avoir passé du temps à écouter et à traverser avec lui ses émotions. Et enfin, le dernier comportement centré sur les solutions, est probablement le plus courant, c'est le fait de donner des conseils. Plus précisément, le comportement qui peut être problématique, c'est de donner des conseils non sollicités. Il y a 2 bonnes raisons de ne pas donner de conseils tant qu'on ne nous en demande pas. D'abord, c'est un peu une insulte à l'intelligence de la personne avec qui vous parlez. Quand on donne des conseils, en fait, on peut montrer à l'autre qu'on pense qu'il n'est pas assez dégourdi pour trouver ses propres solutions à ses problèmes, alors qu'on pourrait juste écouter et réfléchir ensemble. C'est probablement ce que la personne attend de nous. Et l'autre bonne raison, c'est qu'il y a de fortes chances qu'on ne soit pas au courant de tout et que quand on donne des conseils, on n'a pas forcément tous les éléments en main. Vous avez déjà sûrement vécu cette situation où vous n'étiez pas forcément bien et quelqu'un essaye de vous aider en vous donnant un conseil. Et du coup, vous lui expliquez pourquoi ce conseil ne marche pas dans votre situation. Et donc la personne va renchérir avec un autre conseil, et puis ça tourne en boucle comme ça. Elle vous donne un conseil, vous lui dites pourquoi ça marche pas, elle vous en donne un autre, vous lui dites pourquoi ça marche pas, etc. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus efficace et utile de prendre le temps d'écouter et de comprendre, plutôt que de donner le moindre conseil. Et voilà donc pour les comportements qui consistent à vouloir solutionner à tout va. Donner des ordres, menacer, faire la morale et poser des questions. C'était un gros morceau. Et maintenant, on va évoquer les comportements qui consistent à éviter la communication. Parce qu'en fait, on est assez nombreux et nombreuses à pas être très à l'aise avec les émotions et la vulnérabilité. Alors parfois, quand quelqu'un commence à craquer, on peut paniquer et chercher à éviter de se rendre disponible et à l'écoute. On va le faire plus ou moins consciemment. Il faut bien dire que parfois, on n'est soi-même pas dans de bonnes conditions pour offrir une écoute de qualité. Et dans ce cas, c'est peut-être préférable d'être sincère et de dire explicitement qu'on ne se sent pas assez solide pour écouter, plutôt que d'adopter les comportements d'évitement dont on va parler juste là. Donc le premier comportement évitant, c'est faire diversion en changeant de sujet. C'est un comportement d'évitement très classique dans des situations où on se sent mal à l'aise ou pas en mesure d'accueillir ce que quelqu'un exprime. Je veux dire, qui n'a jamais vécu ce moment un peu gênant au cours d'un repas de famille où quelqu'un va aborder un sujet un peu sensible et où quelqu'un d'autre va faire de son mieux pour changer de sujet le plus vite possible. Mais même en tête-à-tête, c'est un comportement qu'on peut retrouver. Quand on change de sujet trop tôt ou trop souvent, sans égard pour ce que l'autre essaie d'exprimer, on fait obstacle à la communication en faisant passer le message que les problèmes de l'autre ne sont pas importants pour nous.
Dans les relations éducatives, on voit souvent des adultes qui ne sont pas disponibles manipuler un enfant triste ou en colère en lui posant des questions qui n'ont rien à voir ou en lui demandant de faire autre chose. Prochain comportement, la rationalisation. Lorsque quelqu'un nous parle et qu'on ne fait que répondre avec des observations rationnelles et logiques, on passe à côté d'un aspect important de la communication. Souvent, quand quelqu'un se confie, il manifeste d'abord le besoin d'être compris et entendu. Donc, avant de réfléchir de façon logique et rationnelle, on a tout intérêt à vérifier que la personne à qui on parle a reçu suffisamment d'écoute sur la manière dont elle se sent. D'ailleurs, c'est mieux si c'est la personne elle-même qui ramène la discussion sur des aspects concrets et logiques quand elle est prête. Ce sera la preuve qu'elle a satisfait son besoin d'écoute et d'empathie et qu'on peut maintenant passer aux solutions du problème lui-même. On trouve un exemple classique de ce comportement dans la relation éducative. Face à un enfant en pleurs ou en colère, il y a beaucoup de personnes qui vont essayer d'avoir un discours logique et rationnel. Non, Kylian, on ne peut pas emmener le poney avec nous. On n'a pas de jardin ni de place dans la voiture. Mais en fait, quelqu'un qui ressent de fortes émotions, enfant ou pas, n'a pas besoin qu'on le raisonne. C'est un besoin d'écoute et d'empathie qui est exprimé. On pourra parler des aspects logiques dans un second temps, quand le cerveau sera disponible pour ça. Donc on pourrait plutôt choisir de rester à l'écoute et de poser des questions qui aident la personne à exprimer ses émotions qui débordent. Tu es triste parce qu'on doit dire au revoir au poney ? Et enfin, le dernier comportement, c'est rassurer. Bah oui, aussi bizarre que ça puisse paraître, il arrive souvent qu'on essaie de rassurer les autres non pas pour les aider, mais pour éviter de parler de leurs problèmes. C'est le comportement gentil entre guillemets par excellence, qui nous montre bien que l'affection et la gentillesse, en fait, ce n'est pas toujours positif. Et dans certaines situations, ça peut même être toxique. Les phrases du genre « ça va aller, ne t'inquiète pas, ça ira mieux demain » ou le fameux « une de perdu, 10 de retrouvé » sont autant d'expressions typiques de ce comportement. En fait, ces phrases et cette attitude de faux soin, ça vient souvent de gens qui ont une envie sincère d'aider et d'écouter, mais qui savent tout simplement pas s'y prendre et qui reproduisent des comportements qu'ils pensent appropriés à la situation. Cette attitude à la fois optimiste et compassionnelle, gentille ou affectueuse, censée rassurer l'autre, parfois elle a surtout pour effet de minimiser le problème et d'empêcher d'exprimer pleinement les choses en occupant la place dans la communication. Avec les enfants, c'est vraiment un comportement très très fréquent. Dès qu'un enfant se fait mal, manifeste une émotion désagréable, surtout si c'est un jeune enfant, il y a souvent des adultes qui se précipitent et qui font tout pour faire cesser cette émotion. Bisous, caresses, paroles rassurantes, minimisation, distraction. En n'autorisant pas les émotions à s'exprimer, on met de côté les problèmes dont on devrait discuter et qui créent la situation. Être gentil et rassuré, c'est parfois bien utile pour mettre la poussière sous le tapis et montrer à l'autre que son comportement est indésirable, même si on ne s'en rend pas compte et même si on le fait avec douceur. Ça ne veut pas dire qu'il faut jamais être gentil et rassurant, mais comme pour les autres comportements de cette série, il faut choisir un peu son timing, quoi, et essayer d'être stratégique dans les choix de communication qu'on va faire. Et voilà, c'était la fameuse douzaine des gueux de Thomas Gordon. J'espère que cette série vous aura donné envie de vous poser des questions et de réfléchir à la manière dont vous communiquez, en particulier lorsque c'est avec quelqu'un qui traverse des émotions qui débordent. La communication entre personnes, on a tendance à la voir comme un échange, comme une sorte de pont ouvert entre deux personnes, mais c'est une image qui est un peu trompeuse parce que généralement, la communication, elle ne peut avoir lieu que dans un sens à la fois. En fait, c'est comme une rivière, ça peut couler que dans un sens. Quand deux personnes communiquent, en fait, elles font couler la rivière dans un sens ou dans l'autre, à tour de rôle. Et qu'est-ce qui se passe quand les deux font couler l'eau en même temps ? Ça bloque. Et qu'est-ce qui se passe quand personne ne fait rien couler ? Il n'y a pas de communication. Et donc, pour avoir une bonne communication, en fait, moi, j'essaie de me demander comment montrer à l'autre que sa rivière peut couler vers moi, que je suis disponible pour l'écouter, par exemple en gardant le silence. Et puis, j'essaye aussi de chercher les signes que l'autre me laisse de l'espace pour que je puisse, moi, exprimer des choses et faire couler ma rivière vers lui. Et on va, comme ça, à tour de rôle, pouvoir se dire des choses. Mais c'est pas quelque chose qui fonctionne dans les deux sens en même temps. Il faut des moments où on écoute et des moments où on exprime. Les comportements de la douzaine des gueux, on les retrouve partout, mais je trouve que c'est dans la relation éducative qu'ils font le plus de dégâts et qu'ils ont le plus de conséquences. Lorsqu'on les reproduit avec les enfants, non seulement on communique pas pleinement, pas efficacement, mais en plus on leur apprend à adopter les mêmes comportements et à leur tour à faire obstacle à la communication. Lorsqu'on montre aux personnes que c'est ok d'avoir des émotions fortes, de pleurer, de se mettre en colère ou d'avoir peur, et lorsqu'on partage avec elles nos propres émotions, on peut créer un environnement plus transparent, où il y a plus de confiance, qui peut être plus agréable à vivre. Si on a peur des émotions des autres,
c'est peut-être parce qu'on a peur de ne pas réussir à gérer les nôtres. Mais être triste avec quelqu'un, par exemple, c'est un super beau moment. Même si c'est pas super agréable, être triste, ça fait partie de la vie. Et quand on essaie à tout prix de consoler, de rassurer ou de changer de sujet, parfois on se coupe des autres et on se coupe de notre propre vie émotionnelle. Si cette série vous a questionné et que vous avez des situations à partager, venez discuter dans les commentaires, on échangera avec plaisir. À bas la hiérarchie et à bientôt.